Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une situation qui parlera sans doute à pas mal de monde, j'imagine. Ah oui, ce conflit assez classique, hein. Exactement. L'animation d'un quartier, la vie nocturne, tout ça, face aux besoins de tranquillité des habitants. C'est ça. Et on explore ça via un document très spécifique fourni par un résident de Nyon, en Suisse. Oui, qui raconte ces problèmes, on peut dire, avec le bruit, l'activité autour d'un bar en particulier, le Fisherman's Pub. Absolument. Et c'est pas juste une plainte comme ça en l'air. Le document est vraiment. Assez riche. Ah oui. Bah oui, il y a des observations très précises, parfois datées au jour près, des références à des vidéos, des articles de journaux locaux comme 24 heures, des liens vers des sites web officiels ou autres. Et aussi des réflexions plus personnelles, c'est ça? Oui, voilà. Parfois imagées, même un peu ironiques, on y reviendra. Et surtout, à la fin, une série de questions très, très directes pour les autorités locales. C'est vraiment un cas d'école, si on veut, de comment un citoyen essaye de gérer ce type de situation. Du coup, notre objectif là, c'est vraiment d'analyser ça en profondeur, de décortiquer ce témoignage. Comprendre les points de friction tels qu'ils sont vécus, rapportés par cet habitant. Et puis ces questions, sur les règlements, les droits des locataires, la gestion de l'espace public là-bas, rue de Rive, Avignon, on va essayer d'extraire un peu la substance de tout ça. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est clairement le bruit. La nuit. Qui vient du Fisherman's Pub. Exactement. Et le document raconte des moments précis. Il y a notamment un week-end qui semble l'avoir marqué. C'était Pâques, en avril 2023. Oui, ce week-end-là, ça a l'air d'être un peu le point culminant, ou en tout cas un bon exemple. Racontez-nous ce qui s'est passé la première nuit, du vendredi au samedi. Alors, cette nuit-là, l'auteur note quelque chose d'étonnant, le calme. Il voit que l'heure de police, minuit, quoi, l'heure de fermeture légale, semble respectée. Il voit même la police passer. Oui, vers minuit 5. Mais ce calme, ça le perturbe. C'est assez bizarrement formulé. Il écrit « Ce calme me met moi et mon singe mal à l'aise ». Ah oui, le singe. Oui, et il se demande si c'est à cause de Pâques, de Jésus. C'est particulier comme remarque. Cette histoire de singe et de banane qui revient plus loin, c'est une métaphore un peu obscure, non? Vous en pensez quoi? C'est difficile à dire sans connaître la personne, évidemment, mais on peut imaginer une forme d'ironie, un peu amère peut-être. Pour dire quoi? Qu'il est tellement habitué au bruit que, Voilà. que le silence devient suspect, en fait. Anormal. Comme si lui et son singe, bon, je sais pas, son état d'esprit, son énervement peut-être, étaient tellement habitués au chaos que le retour à la normale, réglementaire, ça leur paraît bizarre. Presque contre nature. Ou alors c'est juste une façon de dire que la situation est absurde, que c'est le cirque, quoi. Intéressant. Bon, en tout cas, ce calme, il ne dure pas. La nuit suivante, du samedi au dimanche, Ah ben non. Retour à ce qu'il appelle la normale. Réveil à 2 heures du matin, des cris. et là, il décrit une scène avec un agent de sécurité. Oui, de la sécurité privée du pub, visiblement. L'agent sort, il lance un « Eh les gars » pour calmer les clients dehors, mais apparemment ça dérape un peu. L'auteur décrit l'agent comme finissant par embrasser sa clientèle. Embrasser sa clientèle. C'est fort comme expression. Ça suggère quoi? Une sorte de copinage? De laxisme? C'est clairement l'impression que ça donne, oui. Comme si la priorité, c'était pas le calme du voisinage, mais plutôt de rester en bon terme avec les clients, même s'ils sont bruyants. Et il dit que c'est fréquent ce genre de scène. Oui, il précise que ça arrive souvent depuis qu'il habite là, c'est-à-dire depuis fin 2020. Et cette observation, ça l'amène à se poser des questions plus généraux. Sur la police notamment. Il se demande si elle est débordée. C'est ça. Et il fait une comparaison. Il dit qu'il a déjà vu Securitas, L'entreprise de sécurité privée, oui. voilà, intervenir sur une place pas loin mais hors période Covid, et il note une différence. Il écrit « Les Securitas ne m'ont pas embrassé » Ah oui. que celle de l'agent du pub. Donc, on a ce problème central du bruit et de sa gestion. Mais le document va plus loin, c'est ça. Il parle d'autres choses qui l'agacent dans le quartier. Tout à fait. Il y a toute une partie sur l'occupation de l'espace public. Surtout le stationnement sauvage sur les trottoirs. Ah oui? Oui, il note les dates, les heures, début d'avril 2023. Des véhicules, peut-être des livraisons pour un autre commerce qui bloquent le passage. Il y a même une petite pique où il remercie l'entreprise de nettoyage Zeka. Ce qui sous-entend que ça laisse des traces, quoi. Et là aussi, il fait le parallèle avec sa propre situation. Exactement. Et là, on touche à ce sentiment très courant d'une justice à deux vitesses. C'est-à-dire, Il raconte qu'un jour, un assistant de police l'a repris parce qu'il déchargeait ses courses de chez Migros.
très vite, hein, et de manière visible. Et pour lui, il y a un décalage énorme entre ça et la tolérance pour les véhicules sur le trottoir ou le bruit la nuit. Il mentionne aussi un scooter mal garé. Oui, qui n'a pas bougé depuis plusieurs jours. Tous ces petits trucs mis bout à bout, Ça nourrit un sentiment d'injustice, de manque de considération. voilà, ça peint le tableau d'une cohabitation un peu tendue dans l'espace public, où les règles semblent pas être les mêmes pour tout le monde. Et ce sentiment, je pense, c'est un moteur important de sa démarche. Et il ne se contente pas de lister les faits. Il y a aussi plein de références un peu inattendues dans son texte. Oui, c'est assez foisonnant. Il y a des allusions à l'histoire de Nyon, les Romains, les Bernois, des comparaisons avec la Suisse allemande. Des remarques sur les accents des Suisses. Oui, Il trouve l'accent français des Suisses allemands terrible, mais il aime bien le charme de l'accent anglo-saxon. Il cite même un article du site Éon sur l'identité anglo-saxonne. et il relie ça à l'immobilier local. Oui, à l'importance supposée de cette communauté pour l'immobilier, tout en disant, avec une pointe d'ironie, qu'il n'en connaît qu'un seul personnellement, son voisin, juste à côté du pub. On sent qu'il essaye de connecter son problème très local à des choses plus larges. Culture, identité, économie. Il cite aussi des noms. Oui, un journaliste de 24 heures, Raphaël Ebinger, il a cherché des infos sur une certaine Cindy Clerc via Money House, le registre du commerce en ligne. Et il note qu'elle habite au calme, elle. Voilà. Il y a même une question un peu en l'air. Pierre Maudet, Nyon. Pierre Maudet, c'est un politicien genevois assez connu. C'est un peu décousu, non? Ou alors c'est une manière de... De montrer qu'il s'informe? Qu'il cherche des échos? Ou peut-être juste d'exprimer sa frustration en la reliant à tout ce qui l'entoure. Difficile à dire, mais ça montre quelqu'un qui ne subit pas passivement. Il réfléchit, il cherche, il connecte. Et il revient toujours au Fisherman's Pub, bien sûr. Pas que pour le bruit, non. Il cite leur slogan « Always open even during dry January ». Toujours ouvert, même pendant le janvier sobre. Ce qui, dans ce contexte, ça peut être vu comme une provoque, oui. Il parle d'un musicien qui fait vibrer l'endroit. Et puis, il y va plus directement. Nous avons le bras long et on se fout des habitants du quartier. C'est une accusation assez frontale. Il leur invente même un autre slogan assez cinglant. Drink as much as you can, vomit and start over. Buvez autant que vous pouvez, vomissez et recommencez. Là, on sent vraiment l'exaspération, quoi. Le ton monte, clairement, oui. Et il continue de multiplier les liens. Un article de la RTS sur un policier sur Internet, un autre de 24 heures sur un policier et l'alcool au volant, le site du Paléo Festival. C'est comme s'il se constituait un dossier d'ambiance, en fait, peut-être pour pointer des problèmes plus larges. Et au milieu de tout ça, il dit clairement qu'il a besoin de calme. Il explique qu'il vit normalement, à l'extérieur, dans le calme absolu. Oui, avec une autre personne. Et il évoque même l'idée de partir au Canada si ça devient trop fort ici en Suisse. Ça montre bien l'impact sur sa vie quotidienne. Cette idée de partir, c'est souvent le signe que la limite est atteinte. Absolument. Et c'est là, après avoir observé, documenté, commenté, ironisé, qu'il passe à une étape plus formelle. Le document se termine par une série de questions. 8 questions très précises. Numéroté. Et adressé aux autorités, on imagine. Oui, implicitement. Là, on arrive vraiment au cœur de sa recherche de clarification. Il veut comprendre le cadre légal, c'est ça. Plutôt que de les lister une par une, on pourrait peut-être les regrouper. Oui, bonne idée. On peut voir 3 grands thèmes dans ces questions. D'abord, il veut savoir qui autorise quoi, D'accord. qui donne les licences d'exploitation, Le canton de Vaud, la ville de Nyon. et surtout, qui fixe les heures d'ouverture du Fisherman's Pub. Il veut savoir ce qui est autorisé exactement. Pour la terrasse, minuit, et pour l'intérieur, 2 heures du matin le week-end. Il demande même s'il peut avoir une copie de l'autorisation. Ok, une recherche de transparence sur les règles spécifiques au pub. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Le deuxième axe, ce sont les droits des résidents. Des questions très directes. comme est-ce qu'un locataire a le droit d'accéder librement à son appartement? C'est assez frappant comme question. Ça suggère que l'activité du pub pourrait même gêner physiquement l'accès. Ah oui, quand même. Et puis, est-ce qu'un locataire a le droit de vivre fenêtre ouverte? Est-ce qu'il doit utiliser des bouchons d'oreilles pour dormir? Là, on touche au droit à la tranquillité, à la jouissance paisible de son logement. C'est fondamental en droit du bail. Ces questions-là, elles sont vraiment parlantes. Ça montre le niveau de perturbation qu'il ressent. Et le troisième axe? Le troisième, c'est le cadre réglementaire plus large et les comparaisons. Il demande si les infos sur le bruit de voisinage qu'il a trouvé sur shauncher.ch, le site officiel, sont bien valables à Nyon.
pour qui... Il veut confirmer les règles générales. Voilà. Ensuite, il demande s'il y a d'autres bars à Nyon avec une terrasse aussi grande et qui font autant de bruit, pour savoir si sa situation est unique ou pas. Une sorte de benchmark, quoi. Exactement. Et enfin, est-ce qu'il y a un règlement municipal spécifique à Nyon sur les terrasses, leur taille? Il cherche des normes objectives pour évaluer la situation. Donc, si je résume, 1. Quelles sont les règles pour le pub? 2. Quels sont mes droits comme habitant? 3. Quelles sont les règles générales à Nyon sur le bruit et les terrasses? C'est très structuré en fait, ça découle logiquement de tout ce qu'il a observé avant. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est ce passage d'un récit très personnel, plein d'émotions, d'ironie, de détails vécus, à des questions très factuelles, juridico-administratives. C'est une façon de rationaliser le conflit, oui, de passer de la plainte subjective, ça me dérange, à une interrogation objective sur les règles, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est une stratégie assez classique, j'imagine, quand on subit une nuisance comme ça, on documente, on accumule. Oui, les preuves, les observations. Et puis on confronte cette réalité vécue avec la loi, avec les règlements. On veut savoir si le problème vient d'une infraction ou si c'est les règles elles-mêmes qui sont peut-être... Insuffisantes. Exactement. Ces questions, c'est une quête de clarification pour établir les faits réglementaires, pour pouvoir ensuite juger si ce qu'il vit est normal, au sens légal, ou si c'est un abus, une infraction. C'est une étape clé avant d'agir, que ce soit pour dialoguer, porter plainte, etc. Il faut connaître les règles du jeu. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que cette exploration nous dit, finalement? Ce document, ce témoignage de cet habitant de Nyon, c'est une photo très précise d'une tension qu'on retrouve partout en ville, non? Complètement. D'un côté, un lieu de vie social, économique, le pub. De l'autre, le domicile, le lieu de repos, l'appartement. Et entre les deux, l'espace public qui devient une zone de friction. Le bruit, l'occupation du trottoir, le comportement des gens tard le soir, la réaction de la sécurité, tout ça, ça condense les défis de la cohabitation en ville, quand on vit les uns sur les autres. C'est exactement ça. Ce cas montre bien comment l'animation, qui est nécessaire à la ville, peut entrer en conflit direct avec le besoin tout aussi légitime de tranquillité chez soi. Et ça nous ramène à la question de fond, qui va bien au-delà de Nyon-Rugand. Comment on trouve un équilibre entre l'animation et la quiétude? Les questions très précises de cet habitant montrent qu'il cherche des réponses dans les règlements. Mais est-ce que ça suffit, les règlements? C'est toute la question. Les règlements, ça fixe un cadre, des limites, heures d'ouverture, niveau sonore maximum, en théorie. Mais l'application sur le terrain, l'interprétation et surtout la gestion des comportements humains autour, C'est là que ça se complique. souvent, oui. On voit bien ici que le résident ne pointe pas seulement le bruit lui-même, mais aussi la manière dont il est géré ou pas géré par le bar et peut-être par les autorités. Ce qui nous laisse avec une réflexion, pour terminer peut-être, au-delà des réponses que les autorités de Nyon donneront ou pas à cet habitant, cette situation nous interroge tous sur la responsabilité partagée dans la gestion du vivre ensemble sonore en ville. Oui, quelle est la part de l'exploitant du bar pour sensibiliser ses clients? Quelle est celle des clients eux-mêmes pour respecter le voisinage en partant? Quelle est celle des résidents pour dialoguer ou signaler les problèmes? Et celle des autorités, bien sûr, pour fixer des règles claires, mais aussi pour les faire respecter, pour faire de la médiation. Et peut-être une dernière pensée, un peu en forme de question ouverte, qui découle de la démarche de cet habitant. Est-ce que le fait de tout documenter, de décortiquer les règlements, de poser des questions hyper pointues, est-ce que ça mène forcément à une solution? Ou est-ce que ça ne fait pas que souligner la difficulté énorme d'arbitrer concrètement, équitablement, entre des intérêts légitimes, mais opposés dans l'espace public? Voilà. La quête de la règle parfaite ou de son application parfaite, est-ce vraiment la seule solution? Ou est-ce qu'il faut aussi explorer d'autres voies? Plus de dialogue, de compromis, peut-être même innover dans la façon dont on gère les espaces et les temps de la ville? C'est une question complexe, et elle résonne bien au-delà de la rue de Rive à Nyon.